sommes, donc nous sommes au barrage des Gloriettes qui est devant nous. Bon, avant d'aborder le sujet, on va pousser un petit peu sur le où nous sommes. Nous, on est au barrage, donc un barrage qui se situe à quelle altitude? Vous avez regardé? Ouais, c'est 1500 mètres ici à peu près. 1500 mètres. Vous avez, par rapport à hier, par rapport à avant-hier plutôt, on est allé à Gavarnie. Donc Gavarnie se trouve ici, derrière cette montagne. Et nous avons commencé à aborder avec le car la vallée de Héas, qui est la vallée qui s'étend dans cette direction-là. Donc jusqu'à un cirque glaciaire qui s'appelle le cirque de Tromouse. S'étend une espèce de vallée suspendue, vous voyez, hein. Le barrage s'est construit à l'extrémité de cette vallée suspendue dont on aperçoit ici l'ouverture, qui s'appelle donc la vallée d'Estobé, le vallon d'Estobé. Estobé, c'est E-S-T-A-U-B-E. Avec là encore au bout, comme à Gavarnie, comme à Tromouse, on a au bout un cirque glaciaire qui s'appelle évidemment le cirque d'Estobé. Et donc vous voyez ces trois cirques qui forment un peu le cœur de la crête calcaire de cette région des Pyrénées. On est dans des reliefs calcaires, des reliefs donc avec des formes dont vous avez pu apprécier les caractéristiques à Gavarnie, avec des formes très découpées, très géométriques, qu'on retrouve dans ces trois cas. Et alors, bon, c'est cet espace des trois cirques qui forme aussi le cœur de l'espace inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Vous avez peut-être vu le panneau en bas, depuis 1997. Et donc le patrimoine mondial s'étendant aussi sur le versant sud. Sur le versant sud, on trouve une autre forte caractéristique du relief calcaire de cette région des Pyrénées, qui sont à travers la présence de grands canyons très profonds. Canyon d'Ordesa, canyon d'Anisclo. Et de Pineta aussi. Donc c'est tout cet espace-là, transfrontalier, qui a été inscrit au patrimoine mondial. En fait, ici, on rentre vraiment dans le domaine des estives, mais il se trouve que, et c'est un phénomène de relief, hein, vous avez un grand épaulement glaciaire, là, de ce côté, c'est ce qu'on appelle le plateau de Kouméli, qui pour des raisons surtout de relief a été exploité comme un espace de prairie, dans lequel donc vous trouvez des granges. Il y a un nombre important de granges sur tout le plateau qui s'étend assez loin là-bas. Et donc les granges, disons, c'est cette fameuse zone intermédiaire que vous connaissez maintenant, mais qui est un tout petit peu plus élevée que celle qu'on a vue précédemment, pour une raison qui tient en fait à la présence de cet épaulement un tout petit peu plus en altitude que d'habitude. Donc on est un peu sur deux espaces à la fois. Là on est dans les grands pâturages, les grandes estives d'Estobé. On va aller tout à l'heure dans la vallée en face là-bas et vous verrez, voilà, vous commencez à voir les montagnes au fond. Et vous verrez là vraiment un territoire d'estive. On s'en est pas trop approché pour l'instant, sauf à Gavarnie, quand on est après le verrou, quand on est arrivé dans la Prade, on était déjà un peu dans les estives. Mais enfin, c'est une estive un peu particulière, celle du bassin de la Prade. Là, on rentre vraiment dans la haute montagne, dans la grande estive. Vous l'avez en face aussi, sur les montagnes en face. Voilà. Donc, on va marcher tout à l'heure en direction du sud, en direction de la frontière espagnole. Et puis là, vous commencez à voir. C'est le Mont Perdu, hein. Oui, c'est le Mont Perdu. Voilà, vous commencez à voir une des montagnes un peu mythiques des Pyrénées. Faut se dépêcher. Face à nous, alors peut-être qu'on la verra plus tout à l'heure, regardez-la bien, c'est le dôme que vous voyez sur la gauche, au fond là-bas. À droite des nuages blancs. Voilà, à droite des nuages blancs, la montagne la plus haute qui est le Mont Perdu. La montagne la plus haute de... Alors c'est pas la montagne la plus haute des Pyrénées. On a cru longtemps d'ailleurs que c'était la montagne la plus haute des Pyrénées. En fait, elle est à 3355, c'est ça? Ouais, j'ai juste alors. 3355 mètres. Et c'est donc le sommet, si vous voulez, du grand massif calcaire des Pyrénées qui se trouve ici. Et en fait, le Mont Perdu est du côté de l'Aragon, donc du côté espagnol. Hein. Il est la frontière et sur la crête qu'il y a devant, juste devant.
voyez là. Et donc, Jean-François vous a parlé du refuge de Tucrouille, vous l'avez en fait en face. Là. Voilà. Il est juste en face sur la crête qui sépare la France de l'Espagne. Vous voyez la petite brèche qu'il y a en dessous du Mont Perdu, un petit peu à gauche, une très échancrée, hein. Pas celle qu'on voit très bien, très nettement à droite, hein, celle plus à gauche là-bas. Avec dans l'arrière-plan, il y a des rochers. C'est là que se trouve le premier refuge qui a été construit dans les Pyrénées en 1890. Première construction en haute montagne, c'est à 2600 et quelques mètres. Sur la crête, dans un site assez à la fois vertigineux et exceptionnel du point du paysage et de la vue qu'il y a sur la face nord du Mont Perdu. Et ça a été à ce moment-là la première construction de haute montagne faite à partir de plans avec un processus de conception et de chantier, et avec une réception des travaux comme n'importe quel projet en plaine ou en ville. Avec un architecte qui est intervenu, qui était un architecte bordelais en l'occurrence, qui s'appelait Blaquière et qui faisait partie du club alpin français, qui a été l'instigateur de cette construction-là. Voilà, donc aujourd'hui, on va pouvoir fréquenter les estives et on va pouvoir vous parler aussi d'hydroélectricité. Alors pourquoi attacher une telle importance à l'hydroélectricité? Bon, juste deux mots là-dessus, c'est que d'une part, l'hydroélectricité a été une véritable révolution dans la montagne européenne au moment de son apparition, à l'extrême fin du 19e siècle, on va dire, et dans le monde entier, hein. Et ici surtout à partir du début du 20e siècle. L'hydroélectricité a changé beaucoup de choses sur un plan, sur beaucoup de plans. Sur le plan économique, la montagne encore aujourd'hui est très très dépendante de l'industrie hydroélectrique. Vous êtes passé en bas au village de Gèdre par exemple, ce qui est le dernier gros village qu'on a traversé. Gèdre vit complètement, et assez confortablement d'ailleurs, de l'hydroélectricité, des taxes qui sont encaissées par la commune. Et une bonne partie de la population montagnarde est aussi employée dans les usines hydroélectriques, etc., dans les barrages. Et quand l'hydroélectricité est arrivée, beaucoup de paysans de la montagne pyrénéenne sont devenus des ouvriers. Et c'est souvent sur cette base d'ailleurs qu'ensuite ils ne sont pas retournés au monde paysan, ils sont plutôt partis en ville exercer d'autres métiers. Donc sur le plan social, si vous voulez, ça a été quand même... Bon, c'est un nouveau monde en quelque sorte qui est arrivé dans la montagne. Et en même temps, l'hydroélectricité a changé beaucoup de choses du point de vue des milieux naturels et du point de vue des paysages. Notamment du point de vue des milieux naturels en modifiant beaucoup le fonctionnement hydrologique, donc les cours d'eau, les sources. On vous disait par exemple à Saint-Sauveur, à propos du Gave de Pau, qu'il faisait beaucoup plus de bruit avant et qu'il y avait beaucoup plus d'eau dans le torrent. Aujourd'hui, la régulation des eaux dépend entièrement des centrales hydroélectriques qui sont installées sur le cours de cette rivière, de ce torrent. Et donc, c'est le cas pour pratiquement tous les torrents pyrénéens, mis à part quelques exceptions. On voulait peut-être vous amener dans la vallée de Cauterets, je ne pense pas qu'on y aille, mais c'est un des rares torrents pyrénéens qui n'est pas équipé d'un point de vue hydroélectrique. Tous les autres dépendent du point de vue de leur débit, de la régulation des centrales électriques. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement important si vous voulez, dans l'évolution des milieux montagnards. Bon, je ne parle pas du reste, mais des sources par exemple, de tout ce qui est hydrogéologique, c'est-à-dire tout ce qui se passe sous le sol, puisque l'hydroélectricité s'est étendue ici, s'est développée d'une façon un peu particulière, bon, qu'on trouve dans d'autres montagnes, mais ici c'est particulièrement marqué, à travers des captages des eaux. Et les eaux sont captées à haute altitude et circulent dans des conduites souterraines. On a des centaines de kilomètres autour de nous de conduites souterraines. Et donc ces conduites souterraines, évidemment, ont largement modifié le comportement hydrogéologique de la montagne, c'est-à-dire que nous sommes dans des terrains calcaires. Quand on fait une conduite souterraine, elle attire autour d'elle les eaux. Beaucoup de sources ne coulent plus.
il y a tout un fonctionnement souterrain des eaux dans les massifs calcaires, comme vous le savez, qui est quand même extrêmement important et qui détermine beaucoup de choses et qui a été largement modifié par l'installation de ces conduites. Et puis alors, sur le plan du paysage, c'est de ça qu'on va parler surtout. L'hydroélectricité, on peut dire, a révolutionné la montagne. Mais pas vraiment en installant seulement une monumentalité nouvelle. C'est parce que c'est vrai que ça, on peut considérer que c'est une espèce de monument qui s'impose dans la montagne. Ces barrages, ces grandes centrales. Vous avez passé donc devant la centrale de Pranières qui a été construite dans les années 50, dans un style très moderne. Et ça, on trouve ça un petit peu partout en Europe, cette architecture et cette architecture ingénieriale, si vous voulez, très spectaculaire souvent d'ailleurs. Et celle des barrages, bien sûr, comme ce barrage en voûte ou d'autres barrages qui peuvent être faits différemment. C'est pas seulement non plus la présence des infrastructures comme les conduites, évidemment tous les moyens de transport de l'hydroélectricité elle-même, les lignes à haute tension, à basse tension. C'est pas seulement ça qui a changé le paysage montagnard. Ça évidemment, ça a un impact fort sur le paysage montagnard, mais c'est pas seulement ça. C'est que l'hydroélectricité, en fait, a modifié structurellement, en quelque sorte, fortement le paysage par d'autres impacts, c'est-à-dire des impacts indirects. Alors je donne juste un exemple ici, je laisse Jean-François parler du système hydroélectrique et de son organisation, mais juste un exemple ici. Vous voyez par exemple la route que vous avez parcourue à pied là. Elle est là parce qu'il y a un barrage. Elle est là parce qu'il y a le barrage hydroélectrique et qu'on avait besoin de desservir cet endroit-là et de faire monter des véhicules plus ou moins importants pour pouvoir travailler au barrage. Et pour pouvoir le construire aussi, bien sûr. Donc le barrage, c'est 1952, c'est ça 52 54. Et donc, cette route, aujourd'hui, on peut l'emprunter en voiture, on peut se garer ici, les touristes peuvent partir se promener vers le Mont Perdu, etc., à partir de cet endroit. Mais aussi, les troupeaux peuvent venir beaucoup plus facilement. C'est-à-dire c'est une estive, ici, une grande estive, qui est beaucoup plus accessible que la plupart des estives dans les secteurs équivalents dans les Pyrénées, parce qu'on peut monter le bétail avec des petits camions, et on peut Vous voyez, il y a même un parc que vous avez vu sur le parking en arrivant, il y a ce qu'on appelle un parc de triage, là où on rassemble les animaux avant de les ramener vers la plaine. C'est même là que le boucher vient faire son marché d'ailleurs. Et donc des paysages plus ouverts, des phénomènes de reconquête végétale moins importants. Donc si vous voulez, ça a modifié en quelque sorte le temps même de l'exploitation paysanne de la montagne. Et ça a permis ce maintien en quelque sorte je ne dis pas cette fossilisation, c'est pas ça, mais en tout cas la pérennisation de paysages qui n'ont pas beaucoup bougé depuis que les barrages se sont installés. Et ça a modifié aussi considérablement, donc je vous le disais, les modalités de la fréquentation touristique. Parce que ici, dans les Pyrénées centrales, on venait, comme on dit, cueillir l'eau, on venait la prendre, dans des endroits comme celui-là, souvent dans des lacs déjà existants, des lacs de montagne déjà existants, qu'on renforçait par un barrage pour faire des réservoirs plus importants. Tout ça se passe à un niveau de la montagne qui se situe en gros entre 1500 et 2500 mètres. Et la base de l'hydroélectricité, elle est là. Or, si vous voulez, chaque fois qu'on a fait ça, chaque fois qu'on est allé chercher de l'eau dans la haute montagne comme on le fait ici, chaque fois qu'on a stocké de l'eau et qu'on l'a fait circuler dans les conduites, etc., on a dû construire, là encore, des routes qui ont permis l'accès à ces infrastructures. Et ces routes sont devenues les grandes routes touristiques des Pyrénées, celles qui sont aujourd'hui le plus fréquentées par ceux qui vont faire des randonnées. Et c'est un peu comme si la fréquentation touristique banale, ordinaire des Pyrénées, s'était élevée en altitude. La base de la fréquentation touristique se situe beaucoup plus haut maintenant, après que l'hydroélectricité soit installée, qu'à l'époque dont on parlait le premier jour, parce que à ce moment-là, c'était les stations thermales qui étaient au fond des vallées, qui étaient les points de départ.
des excursions touristiques en montagne. Donc, si vous voulez, l'hydroélectricité, c'est aussi la conquête par le tourisme de la haute montagne. Et puis enfin, c'est pas le seul, je ne sais pas s'il faut dire enfin, mais enfin, en tout cas, un troisième grand impact indirect, c'est que à partir du moment où vous construisez des infrastructures hydroélectriques, ce sont des choses très précieuses. Et puis il y a aussi autour de ces infrastructures tout un tas de questions de sécurité qui se posent. Par exemple, si vous faites un réservoir comme celui-là, la chose à éviter, c'est que les eaux passent par-dessus le barrage ou fassent trop pression sur le barrage et que ça mette en danger le barrage lui-même. Pour ça, il ne faut pas que la montagne tombe dedans. Il vaut mieux que la montagne ne tombe pas dans le lac. Parce que si jamais la montagne tombe dans le lac, ce qui est arrivé, on en parlait tout à l'heure avec Laura, parce qu'hier c'était l'anniversaire justement de la plus grande catastrophe hydroélectrique européenne, qui était la catastrophe du Vajont. Ça se trouve dans les montagnes de la Vénétie, début des Dolomites. Et la montagne est tombée dans le lac, une vague d'à peu près 250 mètres de hauteur est passée par-dessus le barrage et s'est écrasée sur la ville en dessous. Ça a fait un peu plus de 2500 morts. Donc ce type de scénario, si vous voulez, de catastrophe hydroélectrique, il y en a eu différents. Il y en a eu en France aussi avec la grande catastrophe du Fréjus, un peu dans les mêmes années, juste un peu avant le Vajont. Le Vajont, c'est 1967, c'est ça. Donc, si vous voulez, il faut sécuriser ces installations. Pour sécuriser ces installations, bien souvent, on a aménagé les versants autour. Et l'hydroélectricité a favorisé dans les Pyrénées le reboisement des montagnes, la construction de toutes sortes d'infrastructures par avalanche, etc. Les forestiers ont beaucoup soutenu d'ailleurs l'hydroélectricité à cause de ça, parce que ça leur permettait aussi de pénétrer davantage sur le territoire montagnard et d'imposer leur façon de traiter la question de la sécurité, de la lutte anti-risque en montagne. Et beaucoup de zones, de secteurs pyrénéens, c'est pas le cas ici d'ailleurs, mais beaucoup de secteurs pyrénéens ont été concernés par donc une transformation très profonde du paysage par l'intermédiaire notamment du reboisement, qui a souvent précédé l'installation des centrales hydroélectriques. Alors il y a des cas ici, mais il y a aussi des cas ailleurs dans d'autres montagnes. Il y a par exemple dans les Alpes le célèbre barrage de Serponçon. On a complètement reboisé tout ce secteur-là avant la construction du barrage. Et du coup, la place très importante que prend le lac de Serponçon dans les Alpes, que c'est un territoire énorme, ça a été beaucoup plus facile d'inonder complètement une vallée, y compris les villages qui étaient dedans, parce que finalement, on avait déjà en quelque sorte soumis les populations à travers le reboisement et on leur avait enlevé leur territoire ressource, quoi. Alors ici, on n'a pas d'histoire de ce type-là, c'est beaucoup plus soft, j'allais dire, il y a moins eu de problèmes avec les populations locales parce qu'on a pris les eaux très haut et sur des petits lacs d'altitude déjà existants qu'on a connectés entre eux, comme va vous l'expliquer Jean-François. Mais quand même, il n'empêche qu'il y a un impact qui réside dans l'association donc, de l'installation hydroélectrique et des infrastructures de protection contre les risques. Voilà, alors, donc vous voyez, c'est... par exemple, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les débats sur l'hydroélectricité dans son rapport au paysage, par exemple ce barrage-là est très critiqué, c'est à peine si certains ne demandent pas qu'il soit démonté, parce que c'est comme une verrue dans le paysage montagnard, naturel, etc. Mais en réalité, le problème, il n'est pas vraiment là. Le problème, c'est que si vous enlevez le barrage, si vous enlevez et si vous enlevez la route, parce que c'est le même projet, c'est aussi enlever la route, eh ben à ce moment-là, vous risquez de créer une situation où ces grandes estives vont être sous-pâturées, probablement abandonnées, vous risquez de diminuer la diversité naturelle, Donc si vous voulez, les débats sur le paysage qui consistent à accuser une construction, une infrastructure, en ayant le nez collé là-dessus et en ne voyant pas que le phénomène hydroélectrique détermine très largement tout le reste. Tout le reste du paysage, ça paraît, c'est pas que je soutiens l'hydroélectricité, hein, c'est pas ça, mais je veux dire qu'il faut réfléchir un peu en d'autres termes, et pas seulement avoir le nez collé au bâti, hein, et voir tous les impacts en fait possibles de l'hydroélectricité. C'est pour ça aussi que
On a fait appel ici à nous, encore, on était indispensable. Non, on a fait appel oui, à un groupe dans lequel il y avait des paysagistes pour essayer de réfléchir un petit peu. Communauté scientifique. Voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il se passe quelque chose de très important, qui va changer beaucoup de choses probablement. C'est que vous savez peut-être que la politique d'énergie, enfin c'est surtout la politique économique, à l'occurrence de l'Europe, a fait que aujourd'hui, les concessions hydroélectriques qui ont été faites ici en fait à deux sociétés, une privée, une publique, mais surtout à EDF, donc la société EDF qui est donc une société publique. Ces concessions arrivent à expiration et l'Europe demande la mise en concurrence des concessions hydroélectriques. Ça veut dire qu'on va attribuer tel ou tel secteur hydroélectrique, telle ou telle centrale, tel ou tel barrage à une société qui peut rester EDF, mais qui peut très bien devenir une autre société privée, bref. Et à l'occasion de la renégociation des concessions, on demande aux collectivités locales de faire une espèce de cahier des charges à ceux qui vont prendre en charge les infrastructures hydroélectriques, en tenant compte de tous les impacts de l'hydroélectricité. Et donc c'est là-dessus qu'on est intervenu nous, parce que du coup, démontrer tous les impacts de l'hydroélectricité, montrer tous les enjeux finalement de l'hydroélectricité et tous les impacts qu'elle a sur le paysage, c'était fondamental pour permettre aux élus locaux de pouvoir faire leur cahier des charges et de tenir compte de tout ce à quoi est relié en fait l'hydroélectricité dans les territoires montagnards. Et donc on a fait ça en rentrant par le paysage et en montrant comment ce paysage portait vraiment la marque dans son évolution de la révolution hydroélectrique du XXe siècle. Voilà. Donc après, il faut essayer de comprendre comment ça marche. Donc ça c'est Jean-François qui va vous l'expliquer. C'est un système très complexe. Accrochez-vous au rocher. Allez. Sur la question et l'impact de l'hydroélectricité sur les paysages. Mais pour bien comprendre cet impact-là, et ce que ça a supposé dans les représentations et dans l'évolution des pratiques de la montagne, en particulier du tourisme, il faut peut-être donner quelques explications sur comment ces chantiers se sont réalisés et ce qu'ils sont exactement, ce que ces infrastructures sont exactement. Effectivement, c'est un réseau très complexe de connexion, de captage, de connexion entre des barrages et qui va alimenter les centrales hydroélectriques qui sont en contrebas, que nous avons vu ce matin en montant, depuis le quart. Ici, on est dans un système qui a commencé à se mettre en place au début du XXe siècle. Et puis après, il y a eu les guerres mondiales. Et c'est à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale que la France a commencé à prendre conscience de la nécessité d'avoir une puissance énergétique et d'être autonome en termes d'énergie. Et c'est à ce moment-là qu'on a nationalisé d'une part les transports avec la SNCF, qui est société nationale. On a créé des sociétés nationales, Société nationale des chemins de fer, et puis avec EDF, Électricité de France. Et c'est à ce moment-là, dans les années d'après-guerre, que EDF, que l'État a mis en place une campagne à l'échelle nationale dans les montagnes, ici dans les Pyrénées, mais aussi dans les Alpes, et pas que, d'aménagement de la montagne pour produire de l'énergie, pour produire l'hydroélectricité qui était nécessaire pour que la société, que la population française puisse se développer, que l'industrie puisse se développer aussi. Donc ici, dans ce secteur des Pyrénées, on est dans une partie où dans les années 50, on a eu un des plus gros chantiers nationaux d'aménagement de la montagne pour construire des barrages et pour produire l'hydroélectricité, avec la centrale de Pranières qui se trouve là en bas, et qui a consisté à mettre un réseau de réservoirs d'eau. Donc les réservoirs, c'est les barrages, ça constitue un réservoir, à construire des barrages en altitude, dans les massifs comme ici granitiques, qui sont prédisposés qui donnent une configuration géomorphologique qui permet la construction des barrages avec une plus grande sécurité et puis avec un plus grand rendement. Donc on a construit plusieurs barrages et on a
ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'ici on a un barrage qui est un peu assez grand, mais qui est assez modeste. De l'autre côté de ces crêtes-là, dans le massif du Nouviel, on a parmi les plus grands barrages de France, et en tout cas les plus grands barrages des Pyrénées, avec des retenues d'eau autour de 70 millions de mètres cubes, ce qui représente des caractéristiques, des chiffres incroyables, et avec des périodes de construction de ces barrages qui se sont étalées sur 7 ans. Parce que pour construire ces barrages, on construit des routes. Donc on construisait ces routes, ça prenait à peu près 2 à 3 ans pour construire la route aménagée vous voyez, le long de falaises, de parois très abruptes. Donc il fallait stabiliser les choses, il fallait construire la route pour faire passer des gros camions qui venaient ravitailler les chantiers. Ensuite, il fallait installer le chantier lui-même. Donc ce que vous n'avez peut-être pas aperçu, parce qu'on a enlevé maintenant, mais il reste quelques traces que l'on peut deviner quand on le sait, aujourd'hui je dirais, c'est qu'il y avait des baraquements et beaucoup de constructions juste en contrebas du barrage ici, pour loger les ouvriers et les ingénieurs qui étaient là pendant toute l'année, y compris en hiver des fois. Donc il fallait 1 an encore pour installer ces barrages, ces installations de chantier. Et on construisait des centrales à béton sur place pour ne pas avoir à transporter le béton. Et puis ensuite il y a la construction elle-même du barrage. Alors celle-ci, ça c'est un petit barrage. À côté, là derrière, il y a le barrage de Cap-de-Long dans le massif du Nouviel, qui a été un barrage, qui est le plus grand barrage, qui a demandé 3 ans de construction. Donc vous voyez que la période de construction s'étale déjà dans un assez long temps. Et puis ça demande des moyens assez considérables. Et ça a été ces chantiers. Le moment de la mise en œuvre et de la mise en action de l'ingénierie française, du savoir-faire français et donc une sorte de fer de lance de l'industrie française. Pour comprendre cette complexité, c'est ce que disait Serge tout à l'heure, il y a des centaines de kilomètres de galeries qui sont enterrées dans ces massifs ici, qui connectent tous les lacs entre eux et qui amènent toute cette eau qui est connectée jusqu'au grand barrage de Cap-de-Long qui se trouve de l'autre côté sur le bassin versant de la Garonne, qui est différent du bassin versant dans lequel nous nous trouvons de l'Adour. Ouais, je vais définir le bassin versant après. Et donc qui ramène toutes les eaux récupérées y compris par on capte les petites eaux dans les petits ruisseaux, on les achemine avec des canaux qui sont construits un peu partout. C'est ce qu'on appelle d'une forme très poétique la cueillette des eaux, pour prendre le maximum d'eau et amener ces eaux-là au barrage de Cap-de-Long, qui est énorme. Et à partir de là, on a une conduite forcée, il y a 10 km de galeries, et on amène l'eau du barrage de Cap-de-Long à la conduite forcée qui est au-dessus de Pranières, qui fait 1300 mètres de dénivelé, de différence d'altitude, donc pour avoir de la force, de l'énergie, qui va venir faire tourner les turbines qui se trouvent dans la centrale hydroélectrique, et c'est là que se produit l'électricité. Ce qui est intéressant de comprendre, donc voilà, ça c'est les fleurons de l'industrie française là, qui ont été mis en place. C'était à l'époque, dans les années 50, il y en avait 2. Il y avait dans les Pyrénées la centrale de Pranières avec Cap-de-Long, le système de Cap-de-Long, tout un système très compliqué. Et dans les Alpes, c'était le barrage de Tignes, qui s'est fait à peu près juste un petit peu avant, et qui a été aussi un peu le même type d'histoire, et qui a été aussi un grand fleuron de l'industrie française. Pourquoi est-ce que ceci a été possible aussi? C'est qu'il s'est passé au début du XXe siècle, il y a eu une invention, une découverte qui s'est produite, qui a permis d'éloigner la production de l'électricité des lieux de consommation. C'est-à-dire que avant, on produisait de l'hydroélectricité à la fin du XIXe siècle déjà, mais on ne savait pas transporter l'énergie, parce que l'énergie qui était produite, c'était une électricité avec un courant continu.
les turbines produisent un courant continu et on ne sait pas transporter le courant continu sur des longues distances. Là, il y a des pertes de charge et on n'arrive pas à alimenter des usines ou des villes avec un courant continu. Donc on construisait les usines qui avaient besoin qui fonctionnaient avec l'énergie hydroélectrique, on les construisait à côté de l'endroit où était produite l'énergie. Ce qui explique qu'il y a beaucoup d'usines, d'anciennes usines qui étaient construites en montagne parce que c'était là qu'on produisait l'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé au début du XXe siècle, dans les années 1900, entre 1900 et 1910? On a inventé l'alternateur. Alors il y a des querelles entre les Français et les Américains, ça s'est inventé en même temps. Il semblerait que ce soit un Français qui l'a inventé. Et l'alternateur a permis de transformer l'énergie électrique, le courant continu, en courant alternatif. Et ça a permis de transporter l'énergie électrique sur de très grandes distances avec les pylônes qu'on connaît partout de haute tension. On envoie beaucoup d'énergie et on peut produire de l'énergie maintenant ici et transporter cette énergie à Bordeaux, à Toulouse, y compris jusqu'à Paris. Et c'est ce qui a permis la délocalisation en quelque sorte et la séparation du lieu de production et du lieu de consommation. Et ça, ce petit détail, cette petite invention technique, a permis et a favorisé à ce moment-là l'implantation des centrales hydroélectriques dans les montagnes et la production et tout cet aménagement dont on vous a parlé auparavant, un petit peu avant. Voilà, peut-être que ce qui est intéressant de voir après, c'est que l'impact que ça a eu sur le tourisme et sur la fréquentation touristique, bon, on en a déjà parlé avec la construction des routes, mais il n'y a pas eu que ça qui a été impactant sur la vision et le regard qu'on a porté sur le paysage et sur la montagne. D'abord, ça a permis le développement d'un tourisme un peu orienté vers un tourisme d'industrie. Les gens venaient voir les barrages qui étaient l'image glorieuse de la France, hein, de cette puissance que les ingénieurs avaient à domestiquer la nature et à produire comme ça. Donc on venait voir les barrages eux-mêmes et les installations de ces barrages-là. Donc on visitait, facile d'accès. Et puis là où c'est intéressant, c'est qu'en arrivant ici, on vient voir les barrages et puis tout d'un coup, le regard se porte vers la montagne, vers cette haute montagne à laquelle les gens n'avaient pas accès autrefois. Enfin, le commun des mortels, il n'y avait que les grands randonneurs et les montagnards qui voyaient ces paysages-là. Et là, tout d'un coup, tout le monde accède. On accède sans effort, en voiture. Et donc, le barrage on vient voir le barrage, et le barrage lui-même, par une sorte de renversement du regard, devient le balcon qui permet d'observer le paysage de la haute montagne. Et là, il y a une nouvelle appropriation des regards sur ces paysages-là. Et donc des nouvelles représentations qui se font. Donc ça, c'est important de comprendre ce mécanisme de transformation du regard et comment ça a pu se mettre en place. Et puis, le tourisme est une économie puissante pour la France. Ça fait vivre beaucoup de monde, ça draine beaucoup d'argent. Et on était dans ces années 50-60, dans une période où on a estimé aussi qu'il fallait éduquer la population à la nature, et on a fait dans les écoles, y compris dans les écoles, on a sensibilisé les enfants, les futurs adultes, donc, à ce que sont les paysages naturels et en particulier les paysages de montagne. Et donc on a créé des colonies de vacances, c'est là que je veux en venir, et qu'on a dans des tas de secteurs, mais en particulier ici en montagne, on a créé des colonies de vacances, et ces colonies de vacances se sont appuyées sur les infrastructures d'EDF et des travaux qui ont été faits pour les barrages, avec EDF y compris à subventionner des colonies de vacances. Et il y avait en bas à Gèdre, il y avait des colonies de vacances, et il y a les baraquements qui existent toujours, où on trouvait les enfants. Et il y avait une sorte à la fois de sensibilisation à l'énergie, mais aussi sensibilisation à la montagne, à la nature. Et ça a permis à des générations d'enfants
de venir et de découvrir la montagne. Ça a été voilà, un levier important de découverte de la montagne et qui a transformé les regards ensuite, parce que ces gens-là, ils ont grandi, ils sont venus passer des vacances ici et c'est ce qui a permis comme ça un développement touristique important. Ça, c'est un aspect qui est vraiment important et dont on parle assez peu finalement, mais qui a joué un rôle fondamental dans la découverte de la montagne et dans la pratique touristique. Voilà, après... Plateau versant, non? Pardon? Plateau versant. Ah oui, il fallait que je parle un petit peu des bassins versants, parce que j'emploie des termes un peu techniques de temps en temps, sans donner l'explication. Alors, les bassins versants, si vous voulez, c'est l'ensemble ici de cette vallée, donc de ces versants. Toutes les eaux qui viennent ici, de ce versant, descendent par gravité et vont vers et de la vallée d'à côté qui vient du cirque de Gavarnie. Toutes ces eaux arrivent et elles descendent, elles convergent vers le Gave de Pau, qui va se jeter dans l'Adour et qui va lui-même se jeter dans l'océan. Donc là, on a un ensemble territorial, un territoire très très vaste, dont l'ensemble des eaux, se verse petit à petit, par convergence, vers un bassin versant qu'on dit le bassin versant de l'Adour, puisque c'est le dernier, c'est le fleuve qui va se jeter à l'océan. Et l'explication est la même avec le bassin versant de la Garonne, avec toutes les eaux qui sont de l'autre côté de cette crête qui se trouve en face de nous, et toutes les eaux de quelques vallées, hop, par convergence, se jettent vers la Garonne, arrivent à la Garonne, et la Garonne va se jeter ensuite arrive à la Gironde, et puis se jette avec la Dordogne, ça crée la Gironde, l'estuaire de la Gironde, et ça se jette à l'océan. Et ce sont des eaux qui ne se rencontrent jamais, c'est-à-dire que les eaux du bassin versant de l'Adour ne rencontrent jamais les eaux du bassin versant de la Garonne. Elles arrivent à l'océan par des voies différentes, on va dire parallèles. Et là où c'était intéressant de parler des bassins versants et de dire que le lac de Cap-de-Long est sur le bassin versant de la Garonne, c'est que si vous faites attention, la centrale hydroélectrique de Pranières, qui est alimentée par le lac de Cap-de-Long, la centrale hydroélectrique, elle est sur le bassin versant de l'Adour. Donc qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on capte les eaux du bassin versant de l'Adour, on les amène par des conduites souterraines et des systèmes de pompage, enfin des trucs un peu sophistiqués, dans le lac de Cap-de-Long. Le lac de Cap-de-Long, qui lui aussi est alimenté par les eaux du bassin versant de la Garonne, okay, et toutes ces eaux, hop, on les réachemine par des conduites souterraines à la conduite forcée qui descend sur l'usine de Pranières. Et après l'usine de Pranières, l'eau, on la rejette dans le Gave de Pau. Et le Gave de Pau se jette dans l'Adour. Ça veut dire que les eaux du bassin versant de la Garonne sont captées et sont transportées au bassin versant de l'Adour. Donc en fait, on déplace la limite de partage des eaux entre les deux bassins versants par un système technologique souterrain qui pique de l'eau à un bassin versant et qui l'amène à l'autre bassin versant, et cette eau ne reviendra jamais dans le bassin versant de la Garonne. Elle va repartir par le bassin versant de l'Adour. Donc ça aussi, ça peut créer quelques tensions, mais en tout cas ça fait partie un peu de ces aspects technologiques qui sont aussi assez glorieux dans l'histoire de l'industrie française. On a en fait, comme vous l'avez compris, organisé le voyage un petit peu à entrer dans le paysage. Donc il y a une entrée qu'on suit un peu tout le temps, c'est l'entrée pastorale, c'est en fait l'entrée paysanne, comme on a exploité les ressources notamment en herbe de ce secteur des Pyrénées. Bon, celle-là, on la voit un peu tous les jours. C'est normal, c'est vraiment le fond même de l'occupation de la montagne par les hommes, depuis des millénaires. Mais on a eu l'entrée aussi par le tourisme, qui a donc conditionné beaucoup l'évolution des paysages montagnards.
On a eu l'entrée hier par la catastrophe naturelle et l'aménagement de la montagne pour lutter contre le risque qui a eu un impact très fort aussi. Aujourd'hui, on aborde l'hydroélectricité et ses impacts sur le paysage. Bien sûr, un fil rouge aussi qu'on a eu tout le long, ça a été la nature. Tous les grands éléments qui déterminent naturellement les paysages. Alors évidemment l'altitude, les expositions au soleil, pas au soleil, les soulanes, les ombrés, les sols aussi, la structure géologique. D'ailleurs, il faudra qu'on en reparle un petit peu pour ce secteur-là. Oui. Vous voyez, c'est tout ça qui intervient. C'est tout ça qui intervient dans l'aspect des paysages et dans le changement aussi de ces paysages, dans leur histoire. Et je pense que si vous avez compris au bout du voyage ça, c'est-à-dire que le paysage, il est à la croisée de tout ça, de tous ces déterminants, et qu'on ne peut jamais en parler de façon simple, parce que tout est mêlé. Par exemple, hier, on vous a parlé de la catastrophe à Barèges. À Barèges, il n'y a pas d'enjeu hydroélectrique, et en tout cas pas là où on est allé hier. Mais on voit bien comment cette question du reboisement, de la lutte contre le risque, elle a été encore amplifiée par l'installation des infrastructures hydroélectriques, etc. Donc tout se croise et on a, si vous voulez, il est absolument nécessaire pour vous de considérer toujours que le paysage est une espèce de complexe comme ça, avec de très nombreux déterminants, et ces déterminants ils sont tout à la fois naturels et ils sont aussi sociaux, et on ne peut jamais les séparer. Ils sont humains, ils sont naturels, et il y a différents déterminants humains, le pastoralisme, l'aménagement contre le risque, l'aménagement industriel, tout ça, le tourisme. Et les déterminants naturels sont évidemment eux-mêmes très nombreux, on ne les a pas tous vus, on n'a pas pu tout balayer là, mais si le but de ce voyage c'est ça, c'est que vous compreniez, si vous voulez, cette complexité et la nécessité de ne pas avoir un regard unique. Par exemple, le regard naturaliste qui va arriver là et qui va essayer de tout interpréter par les sols, les expositions, les altitudes, oui d'accord, mais tout est aussi, cette nature-là, elle est aussi déterminée par l'homme et par la manière dont il s'installe dans le territoire. Donc il ne faut jamais avoir de visière, il faut toujours considérer que le paysage c'est compliqué et que la marque humaine elle est partout, en tout cas sur les territoires européens et pratiquement dans le monde entier. Et donc il faut toujours avoir cette idée que le paysage, si vous voulez, il faut toujours un peu l'analyser à la croisée du naturel, du social. Et dans toute sa complexité, il faut. Voilà. Et vous, votre boulot, votre travail quand même, ça va être largement ça. Hein. Ça va être de discuter avec différents acteurs du territoire, différents intervenants, qui tous ont souvent leurs lunettes, quoi. Ils vont regarder le paysage à travers un certain angle. Ils vont regarder, par exemple, pour l'impact de l'hydroélectricité, les associations ici de protection de la nature regardent l'hydroélectricité comme quelque chose qu'on pourrait limiter au barrage, aux centrales. Non. Donc, il faut que vous arriviez à représenter dans tout ce débat sur l'avenir des territoires, des paysages, ce point de vue de la complexité. Et que vous rameniez toujours à cette vision globale, dans laquelle vous essayez d'intégrer tous les déterminants. Alors c'est pas évident, mais c'est indispensable socialement, c'est pour ça que votre métier est important. Et c'est pour ça qu'il vous faut toujours porter ce point de vue global, complexe, sur les paysages. C'est très important ça. Et c'est pour ça qu'on commence par ce voyage, parce que c'est un moyen de vous montrer ça.
au niveau à peu près où on est, si vous voulez, en face, là vous avez des sources un peu partout. D'ailleurs, on a capté une partie de ces eaux avec la conduite qui descend là, la conduite hydroélectrique que vous voyez là. À gauche. À gauche. Donc voilà, et on voit... Cette fameuse cueillette des eaux. Oui, voilà. On voit ici une vallée qui se situe, si vous voulez, à une altitude assez élevée par rapport aux gaves de Pau qui coulent là-bas dessous. C'est comme une espèce de vallée suspendue. Les vallées, finalement, elles se développent, si vous voulez, à des niveaux différents. La vallée que vous avez remontée, la vallée de Gavarnie, au-dessus, un cran au-dessus, la vallée de Héas, encore un cran au-dessus, la vallée d'Estobé. La vallée de Héas et la vallée d'Estobé sont comme deux vallées suspendues, assez nettement au-dessus du niveau de la vallée de Gavarnie, la vallée du Gave de Pau. Donc, cette vallée suspendue, elle s'ouvre, après avoir formé une espèce de gorge, elle s'ouvre ici, à une altitude donc quand même assez élevée. On est au-delà de 1300 mètres. 1300 mètres, on monte, quand on va monter après vers Troumouze, la vallée va atteindre pratiquement 1500 mètres. Donc c'est ce qui explique aussi l'aspect de cette vallée en partie, parce qu'il n'y a pas ici de vrais villages dans cette vallée, on est trop haut. Les villages pyrénéens, vous les trouvez jusqu'à peu près 1200 mètres, 1250. Au-delà, installer un village est compliqué à cause de la neige notamment, du froid, etc. Toutes les activités aussi agricoles autour du village nécessitent, comme l'agriculture qu'on faisait auparavant, nécessitent d'avoir quand même des températures à peu près correctes et une neige qui reste pas trop longtemps. Donc les villages, ça s'arrête, comme Gèdre par exemple, à 1200 mètres. Gèdre, c'est un des villages les plus élevés des Pyrénées, il est je crois 1250, quelque chose comme ça, au niveau de l'église. Au-dessus, pas de village. Donc là, c'est une vallée pas sans visage, mais sans village. Et là, c'est pareil, bien entendu, on est beaucoup plus haut encore. Donc, d'un point de vue pastoral, donc ça correspond, vous savez à quoi maintenant? Cette zone-là, autour de 1300, 1400, 1500. Allez. Intermédiaire. C'est ça, c'est une zone de grange, de prairie intermédiaire, hein, dont on se sert à l'intersaison. Là, on a amené les troupeaux plutôt en bas, là, dans la vallée, à l'automne, donc, et qu'on refréquente de nouveau au printemps. Et puis, quand on monte le cran au-dessus, c'est-à-dire la vallée d'Estobé, alors là, par contre, on est dans une vallée d'estive. C'est un vallon suspendu d'estive. Donc, il faut vous imaginer qu'un grand glacier s'était développé là-bas dans le cirque de Troumouze, un peu l'équivalent du glacier de Gavarnie. Il a rencontré ensuite le glacier de Gavarnie un peu plus bas, dans le bassin où se trouve justement le village de Gèdre. Et ce grand glacier en a rencontré aussi des petits, un qui venait du versant qui est en face où on voit un petit cirque glaciaire, et puis un qui venait du cirque d'Estobé qui était là-bas et qui a descendu, qui a contourné la roche dure qui est là, qui a rencontré le glacier donc en contrebas. Vous apercevez dans cette vallée de Héas aussi des prairies, des granges, mais il y a une espèce de toute petite agglomération là-bas qui n'est pas vraiment un village. En fait, il s'agit d'une chapelle qui est entourée de quelques maisons. En fait, il y a une auberge, quelques granges qui donnent l'illusion en quelque sorte d'un village. Mais il y a une chapelle qui est importante pour les montagnards d'ici, parce que c'est un lieu de pèlerinage quand même très fréquenté par les montagnards du côté français, mais aussi par les montagnards du côté espagnol. Et depuis très longtemps, on en a des belles descriptions par exemple au XVIIIe siècle, depuis très longtemps les montagnards espagnols passent la frontière pour venir au pèlerinage de Héas, et ils le font aussi pour d'autres raisons, ils passent beaucoup la frontière aussi pour amener leurs propres troupeaux du côté français. Ces montagnes étaient largement fréquentées ici par les bergers aragonais. Il y avait de grands troupeaux qui venaient d'Espagne et les gens de la vallée ici louaient leurs troupeaux, louaient leur pâturage, leurs estives aux montagnards aragonais qui se servaient des estives l'été. Quand du côté espagnol, du côté aragonais, l'herbe s'assèche beaucoup plus vite, l'été est très très sec, et ils ne trouvent pas de l'herbe pour nourrir le bétail pendant l'été, donc ce système leur permettait de trouver de la bonne herbe durant l'été du côté du versant nord. Tout ça s'est arrêté au cours du 19e, du 20e siècle,
Il y a encore un petit lieu où on voit, à côté de Gavarnie, des troupeaux aragonais venir, mais disons que la frontière, pendant longtemps, a été très perméable et que la culture montagnarde était transfrontalière. La frontière n'existait pas vraiment, elle était d'ailleurs très mal définie, hein, d'un point de vue spatial. Et puis elle a été très tardivement délimitée aussi. Voilà. Et donc on avait une grande perméabilité, perméabilité des cultures aussi, avec un pèlerinage commun, des croyances communes, un art commun. Vous avez beaucoup d'artistes aragonais qui viennent travailler ici pour faire par exemple des très beaux rétables d'église qui notamment se trouvent dans la vallée du Bastan où on était hier. Donc il ne faut pas s'imaginer que ce sont deux mondes cloisonnés, là, la France et l'Espagne, pas du tout. Hein. Aujourd'hui, ils le sont beaucoup plus qu'il y a un certain temps. C'est comme il ne faut pas s'imaginer non plus que les montagnards sont des gens qui restent cloîtrés chez eux, dans leur petit vallon. Non, au contraire, ce sont toujours des populations qui voyagent énormément. Ici, les cadets de famille qui n'avaient pas beaucoup d'argent, et aller chercher des subsides en Espagne, ils allaient s'embaucher en Espagne, parfois très loin, au-delà de l'Aragon, et revenaient chez eux ensuite pour passer l'été, quand les travaux agricoles demandaient ce qu'ils soient présents. Donc, cette petite chapelle, alors si on s'attache à ça, vous voyez donc c'est une espèce de bosquet, elle est entourée d'une espèce de bosquet, et vous voyez qu'elle se trouve sous le petit cirque glaciaire qui est là-bas. Et vous avez un torrent qui va droit sur la chapelle. Vous voyez la ligne du torrent. Donc maintenant, bien sûr, dans ce cirque glaciaire, il y a des eaux qui arrivent là et qui ensuite coulent par le torrent jusqu'au fond de la vallée, tout droit, hein, et ça arrive à la chapelle. Cet endroit-là est un endroit extrêmement dangereux du point de vue des avalanches. Il y a des avalanches qui descendent souvent, la neige se rassemble dans le cirque, et puis ensuite retombe au fond de la vallée. Et la chapelle a été détruite complètement, enfin elle a été coupée en deux plutôt, je crois que c'est 1915, et reconstruite après par les montagnards eux-mêmes, avec d'ailleurs des vitraux magnifiques qui sont on peut dire un peu de l'art paysan, qui sont très très beaux. Et en fait, on a là un phénomène dont on n'a peut-être pas assez parlé hier, c'est-à-dire le fait que les habitations, parfois les églises comme ici, s'implantent très souvent dans le centre des Pyrénées, comme d'ailleurs un peu partout en montagne, hein, dans des endroits particulièrement dangereux. C'est-à-dire que ici, on a une avalanche qui arrive presque tous les ans, qui fait plus ou moins de dégâts selon les années, mais on s'installe malgré tout là. Alors pourquoi est-ce qu'on s'installe là ? Alors parfois ça peut être un village qui s'installe même dans le même endroit, dans le même espace. Alors pourquoi est-ce qu'on s'installe là ? Vous avez une idée ? Non ? Vous n'avez pas d'idée là, vous êtes trop fin. 5 minutes commencent à être longues. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, on s'installe là parce qu'il y a de l'eau, parce que le torrent arrive directement, qu'on n'est pas obligé d'aller loin pour trouver de l'eau, que avec cette eau aussi on peut irriguer. Et on s'installe là aussi parce que le torrent apporte des alluvions qui s'étalent, hein, quand elles arrivent vers le fond de vallée, quand la pente diminue, et que ces alluvions constituent des terrains agricoles ou des terrains pour les prairies aussi, très intéressants. Donc il est beaucoup plus intéressant d'installer des villages dans ces endroits qui certes sont dangereux qu'ailleurs, parce qu'on est à proximité immédiate des terres cultivables, de l'eau à capter pour l'irrigation et puis de l'eau potable aussi, des matériaux de construction, parce que le torrent amène aussi des rochers, toutes sortes de matériaux qui peuvent aider à la construction des maisons. Et donc on est dans une logique d'adaptation à un espace qui n'ignore pas le risque, mais qui accepte en fait le risque. Et de fait, l'événement survient une fois tous les siècles, une fois tous les 50 ans, il y a des dégâts certes, mais c'est une solution finalement malgré tout plus intéressante pour les montagnards. Ça c'est pour compléter un petit peu ce qu'on a dit hier aussi. Voilà. Donc cette sortie dans les Pyrénées est très intéressante de par la manière de son approche via le terrain et les différentes thématiques qu'on va aborder lors du séjour. C'est très bien pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion
de se rendre sur un terrain montagnard, de voir les différentes richesses et les ressources qu'on peut en tirer. Aujourd'hui, c'est le jeudi. Donc c'est l'une des dernières sorties qu'on fait avec la classe. Et c'est une expérience en fait qu'il faut vraiment vivre pour pouvoir comprendre l'intérêt de cette formation. Les études de terrain, en fait, c'est le plus formateur parce qu'on voit réellement et concrètement, en fait, on peut observer par nous-mêmes et en avoir nos propres déductions. Les professeurs, ils sont très compréhensifs et ils sont présents pour pouvoir nous expliquer et donner un sens à cette formation. Donc voilà, c'est très positif. En plus, on commence à créer des liens avec les autres élèves. On commence à créer des liens aussi avec notre environnement. Donc je trouve que c'est très formateur. Ce voyage dans les Pyrénées, c'est incroyable. C'est que c'est tellement différent avec les paysages dans notre pays, au Vietnam. Et c'est que je n'ai jamais vu les images, les paysages comme ça. C'est comme imagine sur les photos sur Internet. Et c'est que les professeurs ils me présentent tous les paysages, comment ça fonctionne et comment ça sert au paysage et comment ça influence avec la France, le sud de la France. Et c'est magnifique, c'est bien. Donc on nous a intégrés dans ce voyage aux Pyrénées avec la classe de SPEP1 pour apprendre à voir un paysage différent, donc le paysage de la montagne, à le comprendre et surtout à observer la diversité des acteurs qui viennent justement jouer sur ce paysage. Donc ça peut être extrêmement diversifié, comme ça peut être justement le barrage qui est juste derrière nous, ou alors la gestion des forêts. On a vu plein de choses différentes, les pâturages, l'impact de l'univers pastoral justement sur ce milieu de la haute montagne. Et je trouve ça très intéressant justement d'emmener des étudiants bordelais vers une nouvelle vision du paysage qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir tous les jours. Cette sortie très intéressante parce que moi je viens de Pau, donc je connaissais un peu les Pyrénées mais pas forcément leur évolution, donc j'ai appris beaucoup. J'ai appris aussi sur le métier de paysagiste, les ensembles de corps de métier qui peuvent être impliqués dedans. Donc là on a vu ce qui pouvait être naturel ou anthropisé. Donc voilà. Cette première voyage que j'ai fait, que je viens de passer, j'ai trouvé extraordinaire. Pourquoi? Parce que il y a des trucs que j'ai jamais vus en fait, qui est assez incroyable, que nous les humains on doit faire attention pour préserver la nature en fait. Et les montagnes qu'on a visitées, que ce soit à Gaverny ou ici actuellement, on fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ça me permet de voir les choses autrement.
la nature, faire attention aux petits détails, que ce soit les arbres et tout ça, pour connaître le nom des arbres, à quoi ça sert en fait. Parce que j'ai remarqué que c'est très important de savoir là où on est, que ce soit dans le milieu un peu plus des paysages, comment dire, des milieux où il n'y a pas d'arbres, que ce soit. Et du coup, ça m'a vraiment intéressé cette voyage en fait. C'est assez impressionnant. Ouais, cette semaine dans les Pyrénées, c'est pas mal parce que on apprend plein de trucs sur les arbres, comment ils se sont formés, les branches, le houppier, leur morphologie, d'où ça vient, la pression de l'environnement. Et du coup, c'est cool, enfin, c'est plein de trucs que quand on voyait avant, on se posait pas la question. Et maintenant, ouais, on comprend un peu mieux. Je suis totalement d'accord et plus que ça, on apprend comment les paysages ont été modifiés, même inconsciemment par l'homme. Et ouais, pour moi, c'est une grande chance que l'école nous donne ici et tout ça. Voilà, t'as pas fait.